La réalité, c'est que ces migrations, elles existent déjà. L'an dernier, en 2022, ce sont 32 millions de déplacements qui ont été enregistrés en raison de catastrophes climatiques comme des inondations, des sécheresses ou des ouragans. Et donc, on est déjà face à une réalité. We have had communities who had to relocate because the village, the community they used to have is no longer there. We have communities where the seawater has broken into the freshwater pond, destroyed the freshwater lens, and destroyed food crops. And so the source of livelihood is being affected. La ville de Jakarta est déjà menacée par l'élévation du niveau de la mer et l'affaissement de sa zone côtière. Face à cette menace, l'Indonésie a pris la décision radicale de déménager sa capitale de l'île de Java vers l'île de Bornéo. Plusieurs pays se préparent au mouvement inéluctable de ces réfugiés. Mais les pays occidentaux sont à la traîne. Libre-échange. Ce programme vous est présenté par Olivier Jacquemont, avec Thomas Zerwal, économiste et enseignant-chercheur à l'ESCE, l'École supérieure du commerce extérieur, et également intervenant à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université de Lille. La mobilité désigne un changement de lieu accompli par une ou plusieurs personnes. Elle peut être l'expression d'un besoin ou d'une nécessité. Elle peut être choisie ou subie, comme c'est le cas lors des guerres ou des migrations dues au réchauffement climatique. C'est sur cette dernière forme de mobilité que nous allons aujourd'hui nous arrêter. Avec le changement climatique, c'est 220 millions de personnes qui seraient conduites à migrer d'ici 2050. L'ampleur de ce phénomène interpelle, mais fait trop souvent l'objet d'analyses médiatiques hâtives et d'instrumentalisation à des fins politiques. C'est dans cette volonté de dépasser les crispations et les idées reçues que nous nous interrogerons sur la migration climatique dans ce nouveau numéro de Libre-Échange. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Zerwal. Bonjour Thomas. Bonjour Olivier. Je viens de l'énoncer en introduction, ça fait l'objet, les migrations climatiques, d'une attention médiatique soutenue. Est-ce que c'est pour autant un phénomène récent ? Olivier, on peut repérer des migrations qui sont causées par des catastrophes environnementales depuis la préhistoire. Donc, je ne vais pas remonter jusque-là. On trouve des traces, bien entendu, plus récentes. Je pense au tremblement de terre à Lisbonne au XVIIIe siècle ou au grand phénomène d'inondation puis de grande sécheresse au début du XXe siècle aux États-Unis. Donc, la réponse est non. La migration environnementale n'est pas un phénomène nouveau, bien au contraire. En réalité, ce qui a changé se situe à partir de la seconde moitié du XXe siècle, où ce sont les activités humaines, donc c'est la responsabilité de l'homme qui change la donne. Les activités humaines sont de plus en plus responsables, sont la cause du changement climatique. Ce n'est plus un phénomène simplement naturel, c'est vraiment nous qui posons problème. C'est tout ce qu'on appelle l'anthropocène, donc le fait que ce soit l'humain qui transforme son environnement et non plus qui s'adapte à cet environnement-là avec la révolution que ça entraîne. Quand on parle de changement climatique, on parle de quoi exactement ? Alors, pour essayer de vous l'expliquer, je vais vous trouver une définition. Alors c'est compliqué parce qu'il en existe beaucoup, Olivier, et en plus, aucune d'elles ne fait véritablement consensus. Alors je me suis tourné vers la définition la plus institutionnelle, celle de l'OIM, pour Organisation internationale des migrations. J'ouvre le guillemet, je cite. « Les migrants environnementaux sont des personnes ou groupes de personnes qui, essentiellement pour des raisons liées à un changement environnemental soudain ou progressif, entre parenthèses, montée ou salinisation des eaux, sécheresse à répétition, dégradation des sols, etc., influant négativement sur leur vie ou leurs conditions de vie, sont contraintes de quitter leur foyer ou le quittent de leur propre initiative, temporairement ou définitivement, et qui, de ce fait, se déplacent à l'intérieur de leur pays ou en sortent. » Alors j'aime beaucoup cette succession de « ou ». La définition se veut exhaustive, mais à force d'être trop complète, qu'est-ce qu'elle désigne ? Alors c'est exactement pour ça que j'ai cité cette définition-là, parce qu'on se rend compte très vite de la complexité auquel nous devons faire face aujourd'hui dans nos échanges, et quand on traite de migrants climatiques. Alors, je peux essayer de vous proposer 4 niveaux de complexité qui vont reprendre les éléments de la définition et qui vont essayer aussi d'ouvrir d'autres perspectives. Alors on va vous écouter dérouler ces 4 éléments de complexité. Alors, premier niveau de complexité, un niveau sémantique, les mots. Commençons par le mot climat ou climatique. Doit-on associer déjà climat à météo ? Bon. Doit-on associer aussi climat et environnement ? Deuxième mot, on peut continuer avec le mot migrant maintenant. Doit-on associer des expressions qu'on va appeler peut-être périphériques, migrants et déplacés ? Et doit-on associer migrants et réfugiés ?
Deuxième niveau de complexité, les causes. Alors j'ai 3 niveaux dans ce deuxième niveau. Je vais vous assommer de questions, Olivier. Première question, est-ce que c'est si facile de démêler des causes strictement, je dis bien strictement, environnementales, d'une cause qui serait économique, politique, culturelle, religieuse ou géopolitique? Deuxième série de questions, parmi les causes environnementales cette fois, la migration est-elle due à de la sécheresse ou au contraire des inondations, du grand froid ou au contraire des chaleurs extrêmes ou des tempêtes? Bon. Troisième série, est-ce que c'est un phénomène qui est soudain ou progressif? Alors, cette question paraît assez innocente, mais en fait, ça a vraiment une conséquence politique parce que si c'est soudain, a priori, je dis bien a priori, l'intervention politique, les hommes et femmes politiques ont peu de prise. Ouais. Si c'est une lente progression, on pourrait s'attendre à ce que la politique anticipe, évalue correctement et accompagne. Bon. Troisième niveau de complexité, le temps de la migration. Alors c'est une question qui est extrêmement sulfureuse. Est-ce que c'est temporaire ou permanent? Donc ça implique, est-ce qu'il y a un retour qui est envisagé? Si oui, est-ce qu'il est souhaitable ou pas? Et c'est un peu sulfureux parce que est-ce qu'on va assister véritablement à un grand remplacement mais climatique? Et quatrième et dernier niveau de complexité, c'est l'espace qui est concerné. Est-ce que c'est déjà localisé ou dispersé dans le monde? Est-ce que ces déplacements sont principalement internes ou internationaux? Et aussi, est-ce que interne veut dire peu de kilomètres? Et est-ce que internationaux impliquent énormément de distance? Thomas, on le voit qu'il y a un degré de complexité quand même qui est assez considérable. Je vous propose de revenir sur chaque niveau de complexité. Et d'abord, commençons peut-être par le choix des mots. On voit que certains sont très proches les uns des autres. Je pense par exemple à météo ou climat, ou migrant environnemental et migrant climatique. Peut-être qu'il s'agit de faire un distinguo entre ces mots. Alors, on peut commencer par climat et météo. La réponse est, pour une fois, assez simple. C'est l'échelle du temps qui fait la grande différence. Quand on parle de météo, l'échelle est la semaine. Quand on parle du climat, l'échelle est en dizaines d'années, en fait 30 ans par convention. Donc sur ce point, c'est assez clair. Il y a une confusion qui nous vient d'un célèbre exemple irlandais en 1845, donc je peux le développer un peu si vous le souhaitez. Avec plaisir. L'Irlande en 1845 compte 8 millions d'habitants. Et en quelques années, en 5 ans, on compte 1 million de morts d'un côté et 2 millions de déplacés de l'autre. Est-ce que vous savez pourquoi, Olivier? Non, mais je suis sûr que vous allez me le dire. Alors, c'est une raison qu'on a qualifiée à tort, c'est pour ça que j'utilise cet exemple, de climatique, alors qu'en réalité, c'est un événement météorologique. La première commission scientifique pense que c'était le climat humide et froid de l'été précédent, donc de l'été 1844, qui était responsable des mauvaises récoltes qui auraient entraîné de la famine, des morts et des déplacés. En réalité, c'était les conditions météorologiques de cet été-là, donc de l'été 1845, avec la pluie et le vent, qui ont favorisé ce qu'on appelle le mildiou. Je ne sais pas si je dois développer ou pas, Olivier. Je pense que c'est nécessaire, oui. Alors, le mildiou, c'est un champignon qui va provoquer le mildiou, qui est une bactérie qui est capable de décimer des champs entiers, des récoltes entières en quelques jours. C'était des récoltes, en l'occurrence, de pommes de terre. Donc, cette production étant complètement dévastée, ça entraîne de la famine et des maladies. Donc, la différence entre climat et météo doit vraiment se jouer sur l'échelle du temps. Oui, la distinction entre météo et climat paraît très claire. Maintenant, il y en a peut-être une autre à faire, c'est entre le climat et l'environnement. Alors oui, il y a une différence aussi. L'environnement regroupe l'ensemble des conditions qui vont avoir une influence sur la vie. Et le climat est l'une de ces conditions. Donc on comprend vite que l'environnement est plus large et englobe le climat. En réalité, pour notre problématique du jour, on peut raisonnablement confondre les deux. D'accord. Si on en vient maintenant, on parlait des migrants. Il y a une distinction à opérer peut-être entre le terme de déplacé climatique et de migrant climatique. Alors, quand on utilise le terme de déplacé, on pense dans de rares cas à des déplacés à cause d'une infrastructure, par exemple la construction d'une autoroute ou d'un barrage hydraulique. C'est assez minime. Dans la plupart des cas, on va parler de déplacés climatiques suite à un changement climatique comme la montée des eaux par exemple, ou un tremblement de terre. On peut parler aussi de déplacements environnementaux suite à un changement, une catastrophe environnementale. Je pense par exemple à ce qui se passe en ce moment en Islande avec l'éruption volcanique à Grindavik. D'accord. Mais une nouvelle fois, déplacé environnemental ou déplacé climatique, on est sur des frontières qui sont extrêmement poreuses, qui sont extrêmement proches.
c'est quand même très proche de ce qu'on entend aussi pour migrants climatiques. Oui, alors à la différence près que dans tous les cas, quand on parle de déplacés, la rupture est plus soudaine. Même si les frontières sont poreuses et que c'est assez subtil, déplacer, c'est soudain. Quand on parle de migrants, les causes sont plurielles. Rappelez-vous la définition que j'ai citée de l'OIM, j'ouvre les guillemets, les migrants, c'est pour des raisons liées à un changement environnemental soudain ou progressif. Oui. Donc migrants, c'est un peu plus large. Il y a un terme encore peut-être plus alarmant, en tout cas pour l'imaginaire, c'est celui de réfugié. Qu'est-ce que c'est qu'un réfugié climatique ? Alors, réfugié, c'est un terme environnemental ou climatique, c'est un terme qui a été défini pour la première fois par un universitaire égyptien en 1985, El Inaoui, qui est spécialisé des questions environnementales et qui nous dit ceci, je le cite, « Ce sont des personnes forcées de quitter leur habitation traditionnelle et permanente en raison d'une rupture environnementale significative, donc naturelle ou produite par l'homme, qui met en danger leur existence et affecte leur qualité de vie. » Là encore, quand on regarde les définitions, on a deux termes qui sont finalement assez voisins, que ce soit réfugié climatique ou migrant climatique. Alors, il y a encore une fois, à mon avis, non pas une, mais deux différences. Cette fois, la première différence, c'est que réfugié, le terme de réfugié, implique quand même un déplacement qui serait international. Première différence. Seconde différence, le terme de réfugié implique un mouvement qui n'est pas véritablement réversible, ou en tout cas qui n'est pas réversible dans un temps court. Ces deux différences étant exprimées, j'attire votre attention sur le fait qu'il ne faut vraiment pas confondre réfugiés politiques d'un côté et réfugiés climatiques de l'autre, parce qu'il n'y a absolument aucun statut juridique pour les réfugiés climatiques. Il n'y a rien dans le droit international jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes en train de nous dire, Thomas, qu'il n'y a aucun statut pour le réfugié climatique ? Non, il n'y en a pas. Le réfugié politique, lui, est protégé par la Convention de Genève de 1951 et le protocole additionnel de 1967. Mais pour les réfugiés climatiques, j'ai effectué mes recherches, donc sauf erreur de ma part, il n'y a aucun statut de réfugié climatique. Alors c'est surprenant à triple titre, Olivier, c'est surprenant parce que déjà ça complique largement le respect de l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, où je cite « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». C'est encore plus surprenant parce que on assiste tous les jours à un changement climatique qui se perçoit de plus en plus. Donc on s'attend à ce que les personnes vulnérables concernées augmentent dans le temps. Et c'est enfin très surprenant parce qu'il y a un quasi-consensus pour nous dire de ne pas utiliser cette expression. En réalité, c'est un terme, réfugié climatique, qui est aujourd'hui trompeur. Oui, alors qu'il y a un consensus quand même pour évoquer la souffrance de ces personnes qui sont dans cette situation. Oui, alors ça n'enlève rien du tout à cette souffrance. Soyons clairs, il y a des aides d'ailleurs qui existent aujourd'hui, qui viennent de la société civile, des États par exemple, ou des institutions qu'on a déjà citées. On a cité l'OIM, mais on peut citer aussi l'HCR pour Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Mais elles agissent toujours ex post, une fois la catastrophe environnementale ou climatique déclarée, et elles agissent surtout hors d'un cadre juridique international. Oui, c'est très bien les aides, mais une reconnaissance par le droit de ce statut, pourquoi ne crée-t-on pas une case qui corresponde à ce statut de réfugié climatique ? Parce que c'est très compliqué d'isoler la cause climatique ou environnementale des autres causes, des causes religieuses, des causes culturelles, des causes économiques et des causes géopolitiques, pour ne citer que quelques exemples. On est face à un tel océan de complexité et à une telle imbrication que ça rend très compliqué les choses. Mais on aimerait bien en savoir plus justement sur cette imbrication. Olivier, si vous voulez, pour vous l'expliquer, je peux vous reprendre mon exemple irlandais de tout à l'heure. Avec plaisir. Nous sommes en 1845 et le mildiou vient de frapper ce pays. On a deux types de morts. Le 2/3 des morts est mort de famine. 1/3 est mort à cause des épidémies. Bon, donc on peut se dire que le phénomène météorologique tue. En réalité, ce phénomène météorologique et non climatique est dû à un problème de production agricole, donc économique, et derrière ça se situent encore d'autres niveaux de complexité, où en réalité, les terres en Irlande sont principalement détenues et concentrées dans les mains de propriétaires britanniques et protestants, qui sont face à des centaines de milliers de petits paysans pauvres irlandais catholiques, dont la survie ne dépend que de la pomme de terre. Je vois. Donc on assiste à un glissement entre un simple problème à l'origine météorologique, qui n'est pas climatique, mais qui glisse vers la production agricole, donc l'éco, qui va glisser très vite vers le pouvoir économique, social et religieux de l'époque.
Donc isoler un simple facteur climatique, c'est extrêmement compliqué, on le retrouve par rapport à cet exemple. Ce qu'on peut dire par contre avec une grande certitude, c'est que le changement climatique ou environnemental est un accélérateur des autres changements. Oui, je comprends. On voit, Thomas, la difficulté d'isoler le facteur climatique. Maintenant, si on regarde dans le détail, c'est-à-dire dans ce facteur climatique, quels sont les phénomènes les plus puissants du phénomène migratoire? Alors, il y en a 3, si je devais rester simple. Premier, c'est les catastrophes naturelles, bien entendu, qui représentent pour l'instant, je dis bien pour l'instant, la cause essentielle des déplacements. Donc, dans l'ordre d'importance, on trouve les tremblements de terre, puis les tempêtes, et enfin, la catastrophe la plus puissante, les inondations. Alors, un chiffre tout de même, même si les chiffres sont difficiles à trouver, en 2018, on parle de plus de 16 millions de migrants liés à des catastrophes climatiques. Et à titre de comparaison, cette même année, on parlait de 11 millions de migrants à cause des guerres et des conflits. Bon, c'est le premier point. Deuxième point, la montée des eaux. Le GIEC nous dit que nous sommes entre plus 30 cm à 1 mètre pour 2100. Dans des cas extrêmes, on pourrait aller jusqu'à plus 2 mètres. Donc évidemment, il faut être attentif au nombre d'individus qui vivent dans des zones à faible altitude ou des zones côtières. Alors là, vraiment, malheureusement, et c'est un paradoxe qui va être extrêmement dangereux, c'est que les zones côtières les plus basses sont les plus peuplées et se trouvent en Asie du Sud. Donc vraiment, un gros point de vigilance là-dessus. Et selon un rapport de l'OCDE, on parle quand même de plus de 40 millions d'habitants qui seraient exposés dans un futur qui est proche. Troisième raison, le manque d'eau potable, qui est souvent avancé comme le plus grand défi à venir. Il est causé par la montée des eaux, dont nous venons de parler, la salinisation des eaux, dont nous avons déjà parlé dans un précédent épisode de Libre-Échange, notamment sur l'Afrique, et c'est l'Afrique, et notamment l'Afrique subsaharienne, qui sera principalement affectée par ce troisième et dernier point. Thomas, on vient de couvrir les 2 premiers degrés de complexité, il nous en reste 2, et on doit se poser la question maintenant, où vont les migrants? Combien de temps reste-t-il? Alors sur la question du temps et de l'espace, faut déjà signaler qu'il n'y a pas de consensus dans la littérature. C'est extrêmement important et les chiffres, je viens de l'évoquer, sont assez difficiles à trouver. Alors ce qu'on sait, c'est qu'en moyenne, le nombre de déplacés a doublé depuis les années 70. C'est un premier point. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il semble que les mouvements sont très concentrés dans quelques zones géographiques. Ce qu'on sait également, c'est qu'il s'agit principalement de migration interne et pas internationale, et sur de petites distances. Et dernière chose, ce qu'on sait de façon à peu près sûre aussi, c'est que quand on se déplace vers un autre pays, quand c'est international bien sûr, vers un autre pays au même niveau de vie, au même IDH pour indice de développement humain. Ce que vous êtes en train de dire, Thomas, va à l'encontre de beaucoup de préjugés médiatiques. Hein. Mais comment on va expliquer ce phénomène, le fait que ça reste à proximité? Alors ça reste principalement, je mesure mes propos, à proximité, tout simplement parce qu'il faut avoir des ressources pour migrer. Donc les plus vulnérables parmi les plus vulnérables n'ont pas les ressources pour aller très loin. Alors la misère ne nous envahit pas, au contraire, la misère va emmurer les plus démunis d'entre nous. C'est ce qui explique que paradoxalement, certaines études vont montrer que quand on assiste à une grande sécheresse en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest, on ne voit pas le nombre de déplacés augmenter. Alors, je l'ai dit, j'avance avec prudence, il n'y a pas de consensus dans la littérature. Donc certaines études nous disent qu'après une grande sécheresse africaine, le nombre de déplacés diminue. Certaines études nous disent que le nombre augmente, et d'autres études nous disent aussi que finalement, la relation n'est pas significative. Ce qu'on constate par contre, c'est qu'il n'y a jamais, face aux 3 accélérateurs qu'on a évoqués, donc les catastrophes, la montée des eaux et le manque d'eau, on ne voit pas véritablement de consensus, tout simplement parce que les populations vulnérables qui sont exposées ne réagissent jamais de la même façon. Donc, on peut remarquer aussi que sur les 3 catégories que j'ai exposées, catastrophe, montée des eaux et manque d'eau, la première est un peu plus compliquée à anticiper, les 2 dernières sont un peu plus lentes et progressives, on en a déjà parlé un peu, et on aurait pu s'attendre à ce que la politique prenne les devants, que la politique anticipe et accompagne mieux ces migrants. Justement, Thomas, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire politiquement? Alors il y a 3 choses sur différents niveaux. La première chose, c'est agir dans l'urgence. La deuxième chose, ça serait de penser l'ailleurs.
Et la troisième chose, ça serait évidemment d'essayer d'envisager le retour quand cela est souhaitable. Alors, premier point que je peux développer, agir dans l'urgence, avec de l'aide humanitaire qu'on a un peu évoqué ici, donc c'est indispensable, en faveur des pays les plus pauvres surtout. Ça veut dire aussi s'adapter sur le terrain, en construisant par exemple des digues. Donc ça c'est très important mais très court-termiste. Deuxième point, penser l'ailleurs, avec ce qu'on appelle politiquement la relocalisation planifiée. Donc ça implique d'organiser le déplacement des populations vulnérables vers des territoires plus sûrs, ce qui implique une protection pendant les déplacements et une fois arrivé sur place, une volonté d'intégration. Ça implique aussi de penser les villes de demain, parce que les mouvements vont être de plus en plus urbains et on s'aperçoit que l'urbanisation qui va augmenter posera d'autres soucis. Troisième chose, envisager le retour, si cela est possible et souhaitable, je l'ai signalé, ça implique la restitution ou la reconstruction à minima des terres, des logements et du mobilier. Alors, pour réussir ces 3 points, Olivier, il faut aussi, à mon avis, et c'est encore plus compliqué, lever 3 verrous idéologiques dont je peux parler maintenant. Premier verrou, je m'aperçois avec une grande ironie que le libéralisme est assez sélectif. C'est très amusant de s'apercevoir que les théories économiques dominantes vont apprécier les déplacements des biens, vont apprécier les déplacements des capitaux, mais beaucoup moins les déplacements physiques des hommes et des femmes, surtout quand elles sont ou ils sont pauvres. On se rend compte que les États rendent de plus en plus compliqué cette migration des pauvres avec des barrières qui sont soit juridiques ou avec des barrières qui sont soit physiques. On se rend compte quand même que dans le monde, et c'est assez clair là-dessus, le nombre de murs augmente. Bon, donc il n'y a aucun problème si vous êtes riche, et il n'y a aucun problème si vous souhaitez par exemple acheter une nationalité maltaise. Il vous en coûtera simplement la modique somme de plus de 700 000 €. Bon. Deuxième point, Olivier, la valorisation de l'innovation, on se rend compte qu'elle est finalement assez sélective. Quand un patron américain produit des biens très gourmands en énergie, par exemple des voitures, pour ne pas le citer, on l'associe à un entrepreneur innovant par excellence. Quand des populations pauvres, cette fois, s'adaptent constamment pour faire face aux pires défis que le changement climatique leur impose, bon, on ne lit pas grand-chose. On ne parle jamais de leur diversification de leur culture. On ne parle jamais de leur innovation pour l'agroécologie. Ouais. Et chez nous, nous aurions fait le 10e ou le 100e, on se serait vanté d'une innovation frugale ou de résilience. Et c'est d'autant plus injuste, sur ce deuxième point, que l'on sait exactement qui pollue. Et là, je vais passer sur mon troisième point. Le capitalisme est assez myope, il favorise l'égoïsme et la préférence pour le présent. On a déjà signalé que ce qui avait changé, c'est la lente prise en compte dans la deuxième partie du XXe siècle. On s'est rendu compte que les activités humaines étaient de plus en plus responsables pour devenir la cause la plus importante de changement climatique. Bon, on sait aussi, et on l'a souvent signalé dans Libre-Échange, que la moitié des habitants les plus pauvres et les plus vulnérables, en fait, sont responsables que d'une infime partie des émissions de gaz à effet de serre, quand les plus riches sont responsables de plus de la moitié. Bon, alors, il faut à mon avis lever ce verrou-là, c'est le verrou idéologique le plus important. Nous, pays riches, subissons le moins le changement climatique et on a, nous, les moyens d'agir. Mais est-ce qu'on veut agir pour les plus pauvres maintenant ou est-ce qu'on veut agir pour les générations futures? Ça implique quand même de changer deux choses. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier notre confort? Est-ce qu'on est prêt à être moins égoïste? Alors, je vous remercie Thomas pour cet échange. Ça nous amène peut-être vers le point de la vulnérabilité, justement, des populations qui sont aujourd'hui en difficulté, les enfants demain, comment prémunir leur avenir. Et ce sujet, c'est celui des villes de demain que nous aborderons dans le prochain épisode de Libre-Échange. Avec grand plaisir. Ce podcast vous a été proposé par l'ESCE, l'École supérieure du commerce extérieur, et l'IFG, Executive Education.